كونك امازيغي تقول انا امازيغي الارض هذه تاعي، الارض راه ما عندكش عليها صك ملكيه، وانما حضارات قبل الامازيغي هنا كان الفينيقي، فالارض ورثها الامازيغي على الفينيقي، ثم الامازيغي والفينيقي ايضا في زوز، لو كان حبينا نبحثوا فيهم عرقيا نلقوهم ربما يرجعوا من عرق واحد، من اصل واحد. و Égyptienne était sur le point d'avoir lieu, et pour la première fois de sa très ancienne histoire, la nation égyptienne allait se trouver dirigée par des gens venus d'ailleurs. Ces gens appartenaient à une tribu du nom de Mashwash. Ces Mashwash venaient de l'ouest de l'Égypte, par-delà les sables rougeoyants du Sahara. Les peuples de cette région étaient appelés par les Égyptiens les Temehu, ce qui pouvait se traduire par les gens de l'ouest, les gens du soleil couchant ou encore les Maghrébins. Les Égyptiens abrégeaient le nom des Mashwash par la syllabe Ma, qui se retrouve dans le nom des Amazirs. Il peut s'agir d'une simple coïncidence, mais cette similarité sonore a conduit certains historiens à théoriser que le nom des Mashwash pouvait être une version archaïque et légèrement déformée par la langue égyptienne du nom des Amazirs. On peut noter par ailleurs que le son Ma se retrouve également dans le nom Temehu, qui désignait, comme dit plus tôt, les gens de l'Ouest et donc du Maghreb au sens large. Les Égyptiens représentaient les Berbères comme étant un peuple assez clair de peau sans être pâle, aux cheveux longs, frisés et noirs, et aux yeux noirs la plupart du temps, quoiqu'ils puissent parfois être bleus. Physiquement, ils étaient décrits comme étant semblables aux gens du Moyen-Orient. Leur sens de l'esthétique était très élaboré. Leurs bras étaient tatoués, leurs cheveux étaient ornés de plumes d'oiseaux, et ils portaient de longs manteaux décorés de nombreux motifs. Les Berbères étaient par ailleurs de grands guerriers, ayant eu l'occasion pendant des siècles de se frotter aux armées égyptiennes. La conquête de l'Égypte par les Mashwash avait cependant cela de particulier qu'elle se fit sans qu'une seule goutte de sang soit versée. Les Mashwash en effet, avant même de prendre le pouvoir, étaient déjà des résidents du royaume. On ignore comment ils y sont arrivés. Peut-être s'y sont-ils volontairement expatriés, mais peut-être aussi y sont-ils venus en tant que prisonniers après avoir perdu une guerre contre l'Égypte. Toujours est-il, quelle qu'ait pu être leur situation initiale, ils allaient devenir un groupe puissant. Au cours du temps, ils continuèrent d'exister en tant que communauté à l'intérieur de la nation égyptienne, s'intégrant sans s'assimiler, adoptant les us et coutumes de l'Égypte, sans pour autant renoncer à leur identité. Au fil des générations, leur communauté monta en puissance et finit par devenir une véritable caste militaire, faisant régner l'ordre en Égypte et étant dirigée par un leader unique qui ne répondait qu'aux ordres du pharaon en personne. Et à l'époque où les Mashwash prirent le pouvoir en Égypte, le nom de leur leader était Sheshonq. L'Égypte était à l'époque une nation affaiblie et fragmentée. La famille royale d'alors était en fin de vie, car le pharaon n'avait pas donné naissance à un fils capable de lui succéder. Utilisant à son profit l'influence que ses ancêtres avaient accumulée, Sheshonq entreprit d'unir sa famille à la famille royale, et un mariage fut organisé entre son fils et l'une des princesses égyptiennes. Ainsi, Sheshonq s'assurait que le sang de la dynastie précédente coule dans les veines de ses héritiers. À la mort du pharaon, Sheshonq s'imposa comme son successeur, et ainsi prit naissance la 22e dynastie d'Égypte, qui allait régner plus de 2 siècles. Une fois devenu pharaon, Sheshonq distribua à sa famille proche tous les postes à responsabilité du royaume, qu'il s'agisse de fonctions militaires, religieuses ou administratives. Ainsi, il s'assurait que tout le pouvoir soit monopolisé par des hommes auxquels il pouvait faire une confiance particulière, eu égard aux liens de parenté qui les unissaient. L'Égypte, qui était divisée sous la dynastie précédente, fut réunifiée sous la coupe de Sheshonq, et une fois son pouvoir sécurisé, il entreprit de reprendre la politique qui fut celle de l'Égypte durant son âge d'or, la conquête. Et justement, une opportunité venait de s'ouvrir. Si l'on en croit ce qui nous est parvenu de la Bible, le très prospère royaume d'Israël venait de perdre son roi, ce qui résulta sur une fragmentation. La Judée forma un royaume indépendant, divisant ainsi les Hébreux entre 2 entités politiques distinctes. Du point de vue de Sheshonq, qui venait de réunifier l'Égypte, cela rendait les terres des Hébreux mûres pour une conquête. Il leva donc une armée considérable et s'attaqua à leur territoire. Les unes après les autres, les places fortes tombèrent, et en tout et pour tout, près de 150 cités furent capturées. L'armée d'Égypte arriva même devant les portes de Jérusalem. Cette dernière ne fut ni capturée ni détruite, mais Sheshonq s'empara de tous ses trésors. En plus d'Israël et de la Judée, Sheshonq s'empara de territoires en Assyrie, en Phénicie, en Philistie, en Nubie et dans les oasis du Sahara. Par cette politique agressive et énergique, la période de décadence égyptienne prit fin,
et l'Égypte était revenue sur la scène internationale. Sheshonq profita de la prospérité apportée par ses conquêtes pour restaurer d'anciens monuments et en bâtir de nouveaux, et il facilita le développement de liens commerciaux avec les royaumes voisins. Les héritiers de Sheshonq poursuivirent la politique ambitieuse de leur aïeux, et sous leur règne, l'Égypte était redevenue une puissance régionale incontournable. Cependant, ce nouvel âge d'or n'avait pas duré. Pendant un siècle, la 22e dynastie régnait sur une Égypte unifiée, mais après 100 ans de règne assez paisible, une guerre civile éclata. Des mesures drastiques furent prises pour mettre fin au conflit, et le pouvoir royal alla jusqu'à faire brûler vifs plusieurs des rebelles. D'un point de vue égyptien, ce châtiment était particulièrement terrible en ce qu'il détruisait le corps des intéressés. En effet, dans les croyances égyptiennes antiques, la vie après la mort n'était possible que si le corps était préservé. Il ne s'agissait donc pas seulement pour la famille royale de mettre à mort les rebelles dans d'atroces souffrances, mais aussi de les priver de tout espoir de résurrection. Cependant, ces mesures furent insuffisantes, et la 22e dynastie perdit une partie de son royaume au profit d'une nouvelle dynastie, la 23e, qui était également composée de berbères de la tribu des Mashwash. Ainsi, l'unité politique de l'Égypte, mise en place par Sheshonq un siècle plus tôt, prit fin. Cela n'empêcha pas ses successeurs de continuer à régner sur la plus grande partie du royaume, mais au fil du temps, la fragmentation du territoire s'aggrava, et après un siècle supplémentaire, l'Égypte s'était divisée en plusieurs petits fiefs rivaux. La 22e dynastie instaurée par Sheshonq régnait toujours, mais après 200 ans, son pouvoir s'était grandement affaibli. Après la grandeur était venue la décadence, et désormais la chute n'était pas très loin. Car pendant que les Égyptiens étaient divisés, un peuple voisin était en plein processus d'unification. Il s'agissait des Nubiens, qui habitaient sur un territoire correspondant au Soudan moderne. Les rapports entre Égyptiens et Nubiens n'étaient pas toujours conflictuels. Les Nubiens étaient d'excellents archers, et à ce titre ils étaient régulièrement engagés dans l'armée égyptienne en tant que mercenaires, et les Nubiens du Nord avaient même adopté de nombreux aspects de la culture égyptienne, allant jusqu'à vénérer les mêmes idoles. Pour autant, cela faisait plus d'un millénaire que les Nubiens étaient sous la botte de leurs voisins du Nord. Leur région était riche en matières premières, ce qui en avait fait la proie de nombreuses expéditions militaires égyptiennes, et les textes anciens indiquent clairement que les Égyptiens avaient tendance à mépriser les Nubiens. Dans les relations entre Égyptiens et Nubiens, les Égyptiens avaient ainsi toujours été les dominants. Cependant, les choses étaient sur le point de changer. Pendant que les Égyptiens étaient politiquement divisés, un roi nubien parvint à unir les siens sous une même bannière, ce qui lui permit de lever une armée considérable et de partir à la conquête du Nord. Face à une Égypte désunie, il remporta de nombreuses victoires, ce qui conduisit les différents rois d'Égypte à parlementer avec lui. Les parlementations résultèrent sur l'accord suivant. Les rois d'Égypte allaient continuer à régner sur leur territoire comme ils l'avaient toujours fait, en échange de quoi ils reconnaîtraient la suzeraineté du roi nubien. Cet accord fut accepté, et une fois sa conquête de l'Égypte reconnue, le roi nubien rentra dans son pays d'origine et laissa les rois du Nord gouverner de façon indépendante. Ses héritiers cependant mirent fin à cette politique, entendant régner sur un royaume plus centralisé. Ayant perdu leur indépendance, les souverains Mashwash étaient devenus davantage des administrateurs que des rois, et à l'aube du 7e siècle avant Jésus-Christ, ils cessèrent entièrement de gouverner, mettant ainsi un point final à plus de 200 ans de domination. Quant aux Nubiens, ils tentèrent de reprendre à leur compte la politique internationale énergique qui fut celle de l'Égypte à l'époque de Sheshonq et de ses héritiers, mais ce fut peine perdue du fait d'importants changements dans l'équilibre des forces au Moyen-Orient. Ils régnèrent tout de même presque un siècle sur le royaume avant de succomber face à une invasion de l'Empire assyrien.